Salut tout le monde, bienvenue à votre émission de droit consacrée à l'édification des questions juridiques. Je m'appelle Monsieur Ateme Beka Percy, juriste en droit et pratique des contentieux et titulaire de charge d'un cabinet d'assistance juridique. Alors, il est fréquent de nos jours en milieu scolaire de voir les questions relatives à la violence, les jeunes qui se poignardent, qui se baladent avec des armes blanches, des couteaux, etc. Et voire même le corps enseignant qui souvent dépeint la situation en disant qu'elles se sont menacées. Et non seulement le corps enseignant, mais également des élèves, des étudiants qui également ne se sentent plus en sécurité par rapport à la question de la violence juvénile en milieu scolaire. Donc, effectivement, c'est une question sociale qui mérite donc qu'on en parle dans le cadre de cette émission. Alors, ce qui peut expliquer la violence juvénile en milieu scolaire, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le problème de la mondialisation qui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les jeunes qui sont enclins à être connectés au monde extérieur sans forcément traverser les frontières et qui, du point de vue de cette mondialisation, peuvent être tentés de copier des mauvais comportements qui reviennent de l'extérieur, de ce qu'ils voient dans les téléphones, des ordinateurs, sur Internet, Facebook, etc. Mais également un problème lié à des cultures qui véhiculent des messages de violence, notamment des musiques qui ne prônent pas la paix sociale, les bonnes mœurs, etc. Et donc ces jeunes-là qui ne savent pas filtrer la bonne information peuvent être en proie de ces mauvais messages-là qui finissent par définir l'individu qu'ils deviennent après. Et d'autres jeunes également, peuvent évoluer dans un environnement criminogène qui sont battus par leur mère, par leur père, et lorsqu'ils se développent avec cet état d'esprit, ils deviennent au fur et à mesure violents à l'égard de leurs concitoyens. Alors, la loi, parlant précisément du cas du Gabon, il est difficile de parler d'un environnement juridique propice consacré à l'encadrement de la violence juvénile, de la violence juvénile en milieu scolaire. Parce que la plupart des jeunes qui sont souvent au front par rapport à cette question de violence sont généralement des mineurs, mais également la politique législative va dans le sens de protéger les mêmes mineurs. Donc le législateur a, disons-le comme ça, du mal à agencer à la fois la répression et la protection. Comment réprimer, comment punir les gens que la loi cherche également à protéger. Donc c'est ce qui fait en sorte que le législateur a du mal à se positionner sur les questions de violence juvénile en milieu scolaire. Mais n'empêche, il y a quelques dispositions, notamment en matière réglementaire, où le ministre de la Justice en 2019, effectivement, avait pris un arrêté, l'arrêté 480 du 6 novembre 2019, dans lequel le ministre de la Justice avait effectivement pris par cette question alarmante des mécanismes de prévention pour essayer de juguler la question de la violence en milieu scolaire, et pas seulement en milieu scolaire, mais également en milieu universitaire et en milieu de formation professionnelle. En tout état de cause, il faut dire que quel que soit le degré de faute qu'une personne commet en société, il y a toujours l'obligation de respecter la procédure. Et la procédure, aucun texte législatif ni réglementaire ne prévoit qu'une personne victime d'une infraction puisse se faire justice en essayant de se rendre sur les lieux de l'infraction pour essayer de gérer la situation à sa manière. Donc, il y a des institutions qui ont été instituées par la loi, par le législateur, auprès desquelles ces personnes devraient se rendre, notamment lorsqu'on parle de ce arrêté 480 du 6 novembre 2019, qui a été pris par le ministre de la Justice. Cet arrêté prévoit une procédure spécialisée qui permet aux chefs d'établissement, au parquet et aux forces de défense et de sécurité de pouvoir prendre la question de la sécurité en milieu scolaire et la gérer, au lieu que les parents eux-mêmes, effectivement, puissent être pris par des sentiments de leurs enfants
pour tenter de trouver des situations qui peuvent parfois devenir difficiles à gérer à la suite. Parce que lorsqu'on laisse libre cours à l'émotion et à la vengeance, on assiste à une société qui n'est pas organisée. Alors, lorsqu'on regarde, c'est une question assez complexe, parce que c'est comme je le disais au départ, il n'existe pas précisément des sanctions pour les mineurs qui commettent ces délits-là par rapport à l'arrêté 480 du 6 novembre 2019. Par contre, l'arrêté a été pris dans le cadre de créer un mécanisme de prévention, d'alerte et d'intervention rapide et de suivi des questions de violence en milieu scolaire, en milieu universitaire et en milieu de formation professionnelle. Donc ça veut dire que, en fait, le ministre de la Justice en 2019, lorsqu'il prenait cet arrêté, s'adressait plutôt aux autorités et non pas aux jeunes, aux mineurs. Parce qu'il s'agissait de dire aux autorités de prévenir, d'agir dans le sens de la prévention pour empêcher la survenance des violences. Mais la question c'est, lorsqu'une violence arrive tout de même, que faire? Est-ce que le mineur peut être sanctionné? Bien évidemment. Et là, effectivement, il faut faire recours à plusieurs textes différents qui réglementent la justice pénale des mineurs au Gabon. Nous avons d'abord, depuis 2010, la loi de 2010 qui est le régime judiciaire de la protection du mineur, qui prévoit effectivement que les mineurs de moins de 13 ans sont pénalement irresponsables. Lorsque un mineur de moins de 13 ans a commis une infraction, ce mineur de moins de 13 ans ne peut pas répondre de son infraction. Tout au plus, les mesures qui sont prévues par la loi, c'est plutôt que les autorités judiciaires ou les autorités administratives prennent des mesures de redressement, des mesures d'encadrement, des mesures de surveillance à l'égard des mineurs de moins de 13 ans. Donc la loi, le code de, comme je le disais, le régime judiciaire de la protection des mineurs distingue deux situations, deux types de mineurs. Le mineur qui est en dessous de 13 ans, qui ne peut pas être pénalement responsable, qui n'ira pas en prison, quelle que soit la faute qu'il commet. Et le mineur qui, de plus de 13 ans, donc entre 13 ans et 18 ans, parce que le mineur ici, c'est celui qui est âgé de 13 à 18 ans, de moins de 13 ans à 18 ans. Et donc, lorsqu'il est entre l'âge de 13 à 18 ans, on va essayer effectivement de voir s'il peut engager sa responsabilité pénale. L'article 43 de cette loi du régime judiciaire des mineurs prévoit que si le mineur a agi avec discernement, dans ce cas, le mineur sera réprimé effectivement par rapport aux infractions qu'il a commises. Et s'il a agi avec discernement, on ne va pas le traiter comme un majeur parce qu'il s'agit d'un mineur. L'État cherche à protéger les mineurs, l'État cherche à ce qu'il les redresse pour l'avenir du pays. Et donc c'est pour cela, effectivement, la peine n'est pas la même que celle des majeurs. La loi prévoit donc que pour une peine qui est une peine d'emprisonnement à vie, le mineur n'encourt que 10 à 20 ans d'emprisonnement. Pour une infraction qui est prévue pour une réclusion criminelle, une réclusion autant pour moi, pour une peine de réclusion, le mineur n'encourt que 9 ans. Mais pour une peine de délit, pour une peine prévue pour les délits et les contraventions, le mineur n'encourt que la moitié de cette peine. Ça veut dire que pour la même infraction, le mineur, tout comme le majeur, ne seront pas sanctionnés de la même manière. Mais par contre, si le mineur n'a pas agi avec discernement, l'article 41 de la loi sur la protection judiciaire des mineurs est clair, le mineur sera purement et simplement relaxé. En principe, il ne devrait pas avoir le même traitement si c'est le cas, parce que le milieu carcéral n'est pas un dépotoir pour des épaves humaines. Le milieu carcéral est un milieu de redressement des personnes dans l'optique de les restituer à la société qui en a besoin. Le jeune est une personne que la société essaie de sanctionner pour redresser dans le but de le remettre sur le droit chemin. Lorsqu'un jeune va avec un couteau et qu'il écope d'une peine de 9 ans ou de 10 ans d'emprisonnement pour avoir poignardé un autre jeune, l'objectif de l'univers carcéral devrait être de le réinsérer dans la société. Donc, il faut que l'État mène une politique de réinsertion sociale qui visera à ce que ces jeunes puissent être récupérés par la société pour le nécessaire, pour le bien dont ils sont appelés pour la communauté. Alors, le code pénal de 2020
va également dans la politique de protection des mineurs, mais toutefois, lorsque un mineur commet une infraction, le mineur peut être puni si seulement il est âgé de 13 ans à 18 ans et que si ce mineur a agi avec discernement, parce qu'il y a deux conditions. Il faut être âgé de 13 à 18 ans. Deuxième condition, il faut avoir agi avec discernement. Il n'y a que ces deux conditions qui permettent au juge en charge des questions des mineurs de pouvoir prononcer une peine éventuellement contre ces mineurs. Maintenant, la justice pénale répressive, en ce qui concerne le code de la procédure du traitement des mineurs, le traitement n'est pas le même que celui des majeurs. Quand on regarde le code de procédure pénale de 2019 qui est applicable pour les majeurs, la garde à vue est de 48 heures pour les majeurs, alors que le régime judiciaire pour la protection des mineurs prévoit que la garde à vue est de 24 heures pour les mineurs. Donc on voit là que le législateur pénal essaye d'avoir une législation beaucoup plus favorable pour les mineurs plutôt que de les traiter comme des adultes. L'arrêté du 6 novembre 2019, pris par le ministre de la Justice, prévoit dans son article 15 et l'article 16 que chaque chef d'établissement a l'obligation d'alerter les cas de violence au niveau du parquet et le parquet fera des réquisitions aux forces de défense et de police judiciaire pour pouvoir intervenir en cas de survenance de violence. Ça veut dire que lorsque chaque chef d'établissement est garant des risques, d'alerter les risques de violence qui pourraient se dérouler dans le cadre de son établissement. Mais quelle est la conséquence si un établissement ne respecte pas cette obligation? Puisque la loi ne donne pas une conséquence, mais on peut tirer quelques conséquences dans le Code civil en matière de responsabilité civile où effectivement on peut engager la responsabilité d'un établissement privé pour n'avoir pas pris, si le chef d'établissement n'a pas pris des mesures pour la prévention qui lui sont imposées par les articles 16 et 15 de l'arrêté du 6 novembre 2019. Et ça veut dire que les parents peuvent porter plainte contre cet établissement si et seulement s'ils arrivent à prouver que le chef de cet établissement n'a pas suivi la procédure qu'il faut. Mais également, il faut le dire, il faut le souligner, la loi met également à la charge des parents la responsabilité civile de supporter les dégâts causés par leur enfant mineur. Lorsqu'on regarde l'article 1384 alinéa 3 du Code civil, la loi établit la responsabilité des parents pour les dégâts causés par leur enfant mineur qui vivent avec eux. Ça veut dire que l'enfant, quel que soit là où il se trouve, dès lors qu'il vit avec le père et la mère et qu'il est lié et qu'ils exercent le droit de garde sur cet enfant mineur, ses pères et mères répondent des dégâts que cet enfant cause à l'égard des enfants victimes. Également, la loi prévoit dans l'article 1384 alinéa 5 la responsabilité des instituteurs pour les dommages causés par les élèves dont ils ont la charge pendant les heures de travail uniquement. Ça veut dire que les instituteurs répondent des dommages causés par les élèves qu'ils sont censés surveiller pendant les horaires les horaires professionnels. Le conseil qu'il faut donner aux parents, c'est de faire l'œuvre d'éducation des enfants depuis le lieu de famille, parce qu'il faut le dire, c'est comme le dit la Constitution, la famille est la base de la société. Ça veut dire que pour qu'on ait une société organisée, l'État ne pourra pas tout faire. Il faut appeler à l'aide familiale, notamment au devoir du parent et des parents d'éduquer, de conscientiser les enfants depuis la maison, effectivement, pour pouvoir avoir une société composée des enfants qui servent la nation.